De l'aube des années 60 jusqu'au début des années 80, des centaines de milliers de Français de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion quittent leur île natale. Cette migration de l'intérieur, qui n'a duré que 20 ans, a été l'une des plus importantes qu'ait connue la France. Cette histoire reste méconnue, pourtant elle a été décidée au plus haut sommet de l'État. 50 ans après, des femmes et des hommes acceptent de se souvenir. En 1950, les îles françaises des Antilles plongent chaque jour un peu plus dans la misère. Le baby-boom d'après-guerre n'est pas vécu comme une chance, mais comme un fléau, à l'inverse de la métropole. Plus les familles sont nombreuses, plus elles sont pauvres, et les bidonvilles s'étendent. Je suis né d'une famille de 10 enfants, alors ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. C'était pas la joie. Puisqu'il fallait travailler, il fallait s'occuper des enfants, il fallait s'occuper du père et de la mère. Et comme ma mère faisait la couture, alors dans ce cas, bon, je m'occupais de mes frères et sœurs qui allaient à l'école, il fallait faire la lessive, il fallait faire à manger, il fallait tout faire. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. C'était dur, très dur. Mon père était marin-pêcheur. Ma mère gardait les enfants, donc de temps en temps elle faisait des petits repassages à droite à gauche pour subvenir aux besoins, mais une vie quand même assez difficile, quoi, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants aussi. Sur l'île de la Réunion, les problèmes sont les mêmes. La moyenne est de 9 enfants par foyer. Tous ces ventres affamés posent un problème qui semble insoluble. Quand je suis née, mon père a confectionné un berceau pour moi. C'était un carton de morue. Donc on était très très pauvres. Il y avait juste une petite casserole, il n'y avait pas de commodité aucune et pas de meubles, aucun meuble. Pour moi, c'était une misère qui était difficilement supportable. Mes parents étaient des petits paysans, des petits agriculteurs. À l'époque, nous étions 6 à la maison, quand moi-même je suis né. Nous avions à peine 3000 m² de terrain pour cultiver. Et mon père était un journalier, c'est-à-dire qu'il vendait sa journée de travail. Et maman, évidemment, s'occupait de l'ensemble des frères et sœurs. Nous vivions nettement en dessous du seuil de pauvreté. Ce taux de natalité est l'un des plus importants au monde. À Paris, le gouvernement s'en inquiète. Les notes qui lui parviennent sont alarmantes, d'autant plus que dans ces départements d'outre-mer, le chômage avoisine déjà les 40%. Ancienne colonie française, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe sont devenus des départements d'outre-mer depuis la loi de 1946, mais les espoirs suscités par leur nouveau statut ont vite déçu leurs habitants. L'économie des îles, fragilisée par la monoculture sucrière, se voit porter le coup de grâce par le sucre de betterave, produit en métropole. Quand j'étais petit, il y avait 32 communes, il y avait 32 usines. Pratiquement toutes les communes avaient une usine qui traitait d'une manière ou d'une autre la canne, soit pour la distillerie de rhum ou soit le sucre. Il y avait très peu d'usines de sucre, mais beaucoup de distilleries. Et aussi, on travaillait beaucoup la banane en ce temps-là. Mais d'un seul coup, tout a été vendu, tout a été fermé. On s'est retrouvé sur un terrain sans travail, mais vraiment. Les ouvriers agricoles, désormais au chômage, s'amassent autour des villes.
L'accablement laisse place à la fureur et à la rage. La situation devient explosive. Les 3 îles s'embrasent. Les manifestations se multiplient contre les propriétaires blancs. L'une des plus importantes a lieu en Martinique au mois de mars 1961. Tous les gens étaient réunis là et puis ils avaient leur coutelas dans leurs mains, bien aiguisés. C'était les coupeurs de canne qui demandaient une augmentation pour les coupeurs de canne. Puis finalement, le patron est passé avec sa Jeep pour narguer les... Je dis, non, je ne veux pas vous donner, vous n'aurez rien. Et puis quand j'ai vu la Jeep, ils ont pris la Jeep, ils ont soulevé la Jeep comme ça, j'ai dit, ça y est. Ah oui, il y a eu beaucoup de grèves, oui. Martinique, il y a beaucoup de grèves, de revendications. Dans la canne, dans la banane, chez les dockers. La nouvelle génération arrivant sur le marché, le gouvernement a senti que ça allait exploser. C'est possible aussi que la Martinique aurait fait une révolte comme en Algérie, comme à Cuba ou ailleurs. En 1959, à quelques centaines de kilomètres des Antilles françaises, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. L'année suivante, Madagascar, toute proche de la Réunion, accède à l'indépendance. En 1962, c'est l'Algérie qui se libère et la France perd l'une de ses dernières colonies. Fragilisé, le général de Gaulle n'entend pas laisser les restes de l'Empire français être pris par la fièvre indépendantiste. Il se rend en personne à La Réunion et aux Antilles françaises pour tenter d'apaiser le climat de révolte. Mon Dieu, comme vous êtes français! La Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner, et ce sera une de vos tâches. Mes enfants, il y avait des gens, des enfants de toutes les écoles, de tous les établissements, tous les parents, tout le monde avait un petit drapeau bleu, blanc, rouge qu'on devait agiter à son passage, oui, je me souviens. Des personnes d'un certain âge ne disaient pas le général de Gaulle, mais Papa de Gaulle. Le général de Gaulle calme momentanément la colère des Martiniquais. Mais si sa popularité reste intacte, il sait que rien n'est résolu. Un important mouvement politique mené par le Parti communiste remet en cause la domination coloniale à La Réunion. Les vieilles rancunes contre l'esclavage refont surface et le désir d'autonomie menace. Une crise sociale et une crise politique sont venues montrer la nécessité urgente d'en finir et le plus rapidement possible avec l'oppression coloniale. Le général de Gaulle envoie son ancien Premier ministre Michel Debré sur l'île de la Réunion avec pour mission de remporter les élections législatives. Aussitôt arrivé, Debré se lance dans la campagne électorale. C'est l'homme qui a été choisi pour représenter la nation. Il y avait des gens de la commune, de la mairie, qui passaient à la maison et qui mettaient à papa la couleur du bulletin qu'il fallait qu'il mette dans l'urne. Il n'avait pas le choix, lui. Quand on lui avait mis
un papier rose dans la main, il fallait pas qu'il ait envie de changer là-bas et de prendre le papier bleu. À peine élu, Michel Debré décide de s'attaquer de front au chômage, à la surpopulation et aux désirs indépendantistes. Il crée un organisme unique censé à lui seul régler tous les problèmes de la Réunion, mais aussi de la Martinique et de la Guadeloupe. Le 7 juin 1963, le Bumidum ouvre ses portes. C'est le Bureau pour le développement des migrations des départements d'outre-mer. Il propose aux plus démunis de partir en métropole en échange d'un emploi dans la fonction publique. Les jeunes, pour qui la France est un Eldorado, sont aussitôt séduits. C'était comme un rêve. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la métropole, oui. J'entendais parler de la Tour Eiffel. Tout ça, c'était inconnu. C'était mystérieux, voilà. Et l'image que j'avais quand j'étais en Martinique, eh bien, la France était bien parce que je voyais des gens qui arrivaient de France, qui passaient. Ils étaient bien par rapport à nous. Je n'avais rien à perdre. Pour moi, c'était ma force. Je n'avais qu'un défi, sortir de cette misère et réaliser ce rêve d'enfant, de pouvoir donner à manger à mes enfants, pouvoir avoir une situation acceptable, quoi. Petit à petit est arrivée cette idée que le Bumidum, c'est ça qui va nous sauver. Voilà. On disait aux jeunes, si tu ne trouves pas du travail, il n'y a pas de travail. Donc la seule possibilité que tu as, c'est de partir avec le Bumidum. Des campagnes de communication sont lancées. Des tracts sont distribués dans les mairies. L'information se répand si vite que les jeunes se pressent dans les bureaux du Bumidum. Là, ils passent une visite médicale et des tests d'évaluation scolaire. Mais en réalité, il n'y aura pas de recalés. L'objectif, c'est de déplacer le plus grand nombre de personnes vers la métropole. On nous a dit qu'on nous propose une formation, comme nous n'en avions pas. On nous proposait une formation, un métier. C'est comme ça que ça se présentait. Bon, on a dit OK. On m'a fait remplir un dossier dont on m'a posé plein de questions sur ma vie, sur ce que je voulais faire. Il y avait 4 opérations, petites opérations, et puis une petite dictée. Et quelques jours après, la dame m'appelle et me dit bon, eh bien écoutez, on peut vous prendre, vous allez pouvoir partir en France. Et là, mon père, il m'a dit jamais. Jamais un de mes enfants va quitter la Réunion pour aller en France. Si vous allez là-bas, défi, c'est pour aller faire le trottoir, jamais. En fait, là, j'ai été imiter la signature de papa sur 6 documents. C'était une vraie fugue, oui, je fuguais, quoi. Ma voisine, là, m'avait donné une petite veste tricotée main, jaune, donc... Je prends ça, je mets, il me semble que c'est un sac en papier, je prends ça, je mets dedans, et ma brosse à dents, et puis je suis partie. Au moment du départ, évidemment, le cœur était gros, puisque c'était la première fois que mes 2 frères et moi, nous quittions nos parents sans savoir quand est-ce que nous les reverrions. Et ça a été vraiment extrêmement pénible pour nous, quoi, y compris pour mes parents, puisque eux aussi voyaient leurs jeunes enfants partir comme ça vers l'inconnu. Vraiment, nous étions vraiment... Le mot triste n'est pas le mot exact, mais vraiment profondément émus, en sachant est-ce qu'on se reverra.
C'était la question qu'on se posait, est-ce qu'on se reverra, quoi? Et la preuve en est, c'est que nous n'avons pas revu notre mère. Tous les mercredis, il y avait un Boeing 747 qui partait, bondé de jeunes Martiniquais, Guadeloupéens vers la France. Et ça a duré pendant un certain temps. Et nous avons été persuadés qu'on a voulu nous évacuer en fait, de l'île. Ça, c'était la constatation que nous faisions en ce temps-là. La plupart des volontaires ont entre 18 et 25 ans. Sans diplôme, ils sont souvent les aînés de familles nombreuses et pauvres. Au moment où je rentre dans l'avion, je me dis mais pourquoi je suis partie, pourquoi je pars, pourquoi je suis dans cette chose, pourquoi, où je vais. Je me pose plein de questions, mais vraiment des choses qui se bousculent. Je me sens vraiment perdue. Je suis partie le 12 septembre 1972. La date, elle est ancrée, hein. On ne peut pas oublier ça en fait. C'est un jour unique. Ma mère, elle m'a donné un bracelet que j'ai toujours gardé. Mon père m'a donné un billet de 100 francs à l'époque, c'est tout ce qu'il avait. Il n'y avait pas grand-chose. Il m'avait donné un billet symbolique de 100 francs. Vous imaginez, je pars avec 100 francs en poche, dans un pays que je ne connais pas, qui est immense et tout ça. Mais bon, lui-même, il ne sait pas. Personne ne sait, en fait. C'est inconnu pour tout le monde. Et 100 francs, mon père qui me donne... Ma mère un bracelet, et puis bon, mes autres frères et sœurs qui sont là, qui me regardent, ils sont tristes. Tout le monde est triste. Ma mère... J'avais beaucoup de rêves pour avoir ma maison, pour avoir mon mari, pour avoir les enfants, mais pour le boulot, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je venais d'avoir mes 23 ans. J'ai dit, je m'en vais. On a pris le bateau le 12 mai et on est arrivé ici le 24 mai. On a fait 12 jours sur le bateau. Je crois qu'on était les derniers parce que les autres venaient par avion. Je ne sais pas pour quelle raison, on nous a envoyés par bateau. Moi, je pensais que le bateau allait arriver à Paris. Mais comme il n'y a pas de mer à Paris, vous savez, comme vous ne connaissez pas. Alors on est arrivé à Cannes, et à de Cannes, on a pris le train pour venir à Paris. Il y avait 2 monitrices qui sont venues pour nous accompagner, juste pour nous accompagner. Vous voyez? Même pas comme un berger qui amène ses moutons, puisqu'il faut bien que... Elle était devant, et puis je vous ai déposé les troupeaux de moutons là, et puis maintenant débrouillez-vous. Et je n'étais pas contente, hein. J'ai ouvert les yeux, on était à Paris, et puis donc un choc parce que je vois que tout est gris, je vois qu'il y a pour moi c'est de la fumée, maintenant je sais que c'est du brouillard, pour moi il y a de la fumée, je me dis qu'il y a du feu, c'est quoi, je comprenais rien, et puis j'avais froid, je me sentais pas chez moi déjà, et puis j'étais dans une jungle. Je qualifie ça de jungle parce que c'était tellement grand et puis tellement de personnes différentes. On ne savait rien de la France. Ce qu'on savait, c'était les cartes postales. On n'avait pas la télé. Alors, nous n'avions pas les images vidéo. Nous avions que les cartes postales, les journaux et puis ce que nous avons appris à l'école. Arrivés à quai ou sur le tarmac de l'aéroport, les femmes et les hommes sont séparés. Les hommes sont envoyés en province vers des centres de formation. Les jeunes femmes sont regroupées dans un bus qui les emmène vers une destination encore inconnue. Personne ne parlait, on se regardait, mais on ne savait pas quoi dire. Personne ne savait quoi dire. Personne. On avait l'impression que tout le monde, on s'en voulait tous. On s'en voulait, on en voulait je sais pas, à la terre entière.
Je crois que tout le monde avait peur. Après 1 heure de trajet, les jeunes femmes sont accueillies à Crouy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne, dans un centre de formation spécialement conçu pour elles. On arrive à Crouy-sur-Ourcq. J'avais surtout froid, mais vraiment, j'avais l'impression que ça passait dans les os, tellement que c'était froid. Cette neige sur les orteils, c'était quelque chose de... Ça, c'était horrible. Bon, on rentre dans le foyer, et là, la directrice, elle me dit, vous êtes en France, maintenant, il faut vous habiller chaudement. On ne peut pas sortir comme ça. Et là, j'avais ma petite robe blanche et ma petite veste jaune quand j'arrive donc à Crouy. Et je lui disais que j'avais ma veste là, moi. Elle me dit non, ça suffit pas, il faudra sortir vos vêtements. Je voulais pas encore lui dire que je n'avais pas de vêtements. Tout était nouveau pour nous, hein. En plus, le lit n'était pas fait. Le lit n'était pas fait, on a mis deux draps sur le lit. Alors on a mis un drap sur le lit, puis on a couché comme ça. C'était pas la joie. Hein. Et puis bon, qu'est-ce qu'on nous donne à manger? Pot-au-feu. Et on n'a jamais mangé de pot-au-feu. On a cru que c'était un manger de cochon qui était là, un manger pour les cochons. Mais encore, les poireaux, chez nous, les poireaux, et ici il y a des gros poireaux, mais chez nous, les poireaux sont le plus gros poireau en Martinique, c'est ça. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de gros poireaux en Martinique. Hein. Le lendemain matin, on nous a dit, voilà, vous allez commencer, on nous a appris à éplucher des pommes de terre. On nous a dit que vous allez apprendre à faire du ménage. Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas parcouru 7000 km pour venir faire du ménage. J'aurais payé des fortunes pour repartir, parce que là, je voulais vraiment repartir. Sur le coup, là, je voulais repartir. Et puis, je me rendais compte que c'était pas possible, parce que le billet c'était qu'un aller simple. Hein. Il n'y avait pas d'aller-retour. Aucun retour n'est prévu pour les migrants arrivés avec le Bumidum. Ces jeunes femmes sont venues avec l'espoir d'être formées au métier de leur choix. Elles s'imaginaient devenir institutrices, secrétaires, infirmières ou aides-soignantes comme Géronise. Au lieu de cela, toutes leurs journées sont identiques, planifiées et régies par une discipline stricte. Leur déception est immense. Faire croire aux gens que vous partiez pour faire une formation et puis vous pensez à une formation bien précise et puis que c'est pas ça, c'était humiliant. Je trouvais que c'était humiliant. À un moment donné, j'étais fracassée. Hein. Parce que rien n'était comme je le pensais, quoi. C'est ça, je trouve qu'ils auraient dû quand même expliquer expliquer les choses. On nous apprenait les bonnes manières, on va dire, pour être femme de ménage. À l'époque, c'était beaucoup de personnes du monde politique ou des gens qui avaient les moyens de s'offrir une bonne réunionnaise ou martiniquaise ou guadeloupéenne. On nous promettait de travailler selon la possibilité des gens. Et moi, je suis restée là parce que la directrice a vu comme j'étais apte de diriger les jeunes, parce qu'ils savaient que je n'étais pas fainéante et je savais travailler. À ce moment-là, elle m'a demandé à rester comme animatrice pour le Bumidum. Il y avait des filles qu'elle m'envoyait pour leur apprendre comment il faut éplucher les légumes, comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, comment il faut nettoyer un poulet, comment il faut nettoyer le poisson, comment il fallait mettre le couvert, comment il fallait servir les employeurs. Alors il y avait quelqu'un, on faisait une table, alors on mettait les couverts, on mettait les serviettes, comment il fallait plier les serviettes, comment il fallait les servir à gauche, comment il fallait
Quand il y a de la soupe, comme il faut servir. Quand il y a un crustacé, comme il faut servir. J'ai pas le souvenir qu'on pouvait vraiment sortir. Hein. C'était plutôt un clos fermé. Hein. Je me sentais en prison. En plus, en dehors de ça, quand on a fait plus ample connaissance, on a commencé à entendre des bruits du genre si on échoue, on peut être sur le trottoir, on peut... Là, alors, la peur. Moi, j'étais habitée, mais sans arrêt par la peur. Comment je vais faire? Parce que j'ai pas de famille. C'est difficile. Je n'ai vu des bagarres, je n'ai séparé les bagarres. Mais oui, parce que elle ne donnait pas du vin, mais on donnait de la bière. On donnait de la bière aux filles. Mais il y en a qui sont, bon, les jeunes filles, il y en a des filles. Il y en a qui arrivaient enceintes. Ils savaient pas, c'est pendant qu'ils sont là, ils sont enceintes. Il y en a qui ont quitté leurs enfants et leurs maris qui sont là. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. Alors il suffit, quand ils ont fini de boire la bière, il suffit l'un insulte l'autre. Alors ils s'occupent le chignon. Et ça, des fois, ça allait loin. Hein? La diététicienne est obligée de les séparer, de les mettre en quarantaine. Hein? Tous les samedis, la directrice du foyer nous demandait de nous faire belle ce jour-là pour les futurs employeurs qui venaient choisir leur personnel, quoi. Et j'ai une copine qui avait donc été dans la famille Debré. Et moi, j'avais été choisie par Madame Mesmer à l'époque. Alors moi, j'avais remis ma petite robe blanche et ma petite veste jaune. Et j'étais contente, moi, ce jour-là, j'étais vraiment contente de savoir que j'allais déjà pouvoir travailler, qu'il y avait quelqu'un qui m'avait choisie. Pendant que des jeunes filles défilaient, il y avait le public employeur qui était là, quoi. Et le public employeur choisissait, quoi. Et ça m'avait fortement marqué parce que je venais de lire quelques jours avant comment on présentait les esclaves. Je me dis, c'est marrant, c'est exactement de la même façon, quoi. Toutes ces dames du 16e arrondissement hein, qui étaient assises là et qui regardaient les autres défiler. Voilà, ça m'a... cette image me reste encore aujourd'hui, quoi. Ces ambiguïtés n'échappent pas aux syndicats ni à l'extrême gauche. En mai 1968, les bureaux parisiens du Bumidum sont saccagés. Les graffitis dénoncent l'attitude colonialiste de l'État français. Mais rien n'y fait. Le Bumidum continue son œuvre et l'administration se félicite de ses succès. Les courbes, les rapports et les chiffres mettent en valeur l'ampleur de la migration. Après leur apprentissage, les jeunes gens sont lâchés dans Paris avec un simple ticket de métro. À eux de se débrouiller. Et tant pis pour les promesses d'emploi garanties et d'aide au logement. Une fois que Bumidum m'a permis de monter sur Paris pour aller travailler comme employée de maison, après, ce n'était plus leur affaire, quoi que je fasse. Que je sois clocharde. Après, c'était moi et moi. C'est vrai, hein, ça, hein, ce que je vous dis. Hein. Que je sois clocharde, que je sois prostituée, que je sois institutrice, c'était plus leur problème. Le Bumidum disait que vous étiez logé, et quand les gens arrivaient à Paris, ils avaient une petite chambre de 4 mètres sur 2 mètres 50. Et c'était ça le logement. Et vous deviez travailler pendant un certain temps pour faire assez d'argent pour chercher un appartement. Je me levais très tôt le matin, je prenais le Parisien par exemple. Je regardais, je voyais qu'il y avait un appartement à tel endroit, je téléphonais, on me disait OK.
Et quand je venais, dès qu'on voyait que c'était un noir, eh bien, on me disait non, c'est pris. Ce sont les 30 Glorieuses, la période du plein emploi et de la construction des grands ensembles. La métropole a cruellement besoin de cette main-d'œuvre. Livrés à eux-mêmes, les hommes trouvent du travail, mais pas celui dont ils rêvaient et que le Bumidum leur avait promis. C'était très facile de trouver des petits boulots à droite, à gauche, parce qu'ils en cherchaient vraiment dans, je sais pas moi, dans 3 rues. Je n'ai travaillé que dans 3 rues, quoi. J'ai fait des petits boulots à gauche, à droite. J'ai été repasseur, j'ai été livreur, j'ai été tout ça pour me permettre toujours de pouvoir poursuivre mes études. Voilà. Je rêvais d'être fonctionnaire à l'époque. J'ai commencé dans l'hôtellerie, j'ai travaillé à l'usine. En premier temps chez Citroën, en deuxième temps chez Simca. Difficile à oublier Simca parce que c'était le bail, malgré ce qu'on disait. La France était en plein développement, hein, il ne faut pas oublier ça non plus. Et vu le choix des métiers qu'on nous proposait, c'était le bâtiment, c'était la mécanique, c'était les PTT pour l'administration. Les migrants du Bumidum trouvent surtout des emplois dans l'administration qui ne recrutent que des Français. Un Antillais sur 2 et un tiers des Réunionnais deviennent fonctionnaires aux postes les moins qualifiés de la fonction publique. À l'époque, les jeunes Français et les jeunes Françaises dénigraient la fonction publique. Ils ne voulaient pas travailler dans la fonction publique. La majorité des jeunes métropolitains d'époque refusaient des emplois au PTT, à la SNCF, à la RATP et dans les hôpitaux. Donc on est allé chercher les Français là où ils étaient, particulièrement à La Réunion et aux Antilles. On avait cette priorité parce qu'on parlait français, on était chrétiens. C'est pour ça qu'on nous a donné ce privilège de nous embaucher. J'ai rencontré une amie à moi qui travaille à la RATP. Elle m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une demande? Alors j'ai fait une demande. 8 jours après, la RATP m'a appelé. Alors quand je suis entré, ça ne me plaisait pas, mais faire des petits trous. Alors j'ai fait des petits trous, mais j'ai dit quand même, je suis travaillé. Je suis à l'administration. J'avais mon calot, ma blouse bleue. J'avais ma blouse bleue, je travaillais. Et puis tu me dis, ah, c'est ça que tu fais. Et j'ai rencontré des copines à moi, parce que quand vous faisiez des petits trous, on vous envoyait dans n'importe quelle station. Ah, c'est ça que tu fais, tu n'as rien à faire. J'ai dit, mais ça fait rien. À la fin du mois, j'ai une paye. Alors, faites ce que vous voulez, mais j'ai une paye à la fin du mois. Ne vous inquiétez pas de moi. Fallait être combatif, quoi. Fallait être combatif. Fallait garder la tête hors de l'eau pour y arriver. Pour donner l'exemple à mes frères et sœurs. Parce que bon, chez nous, aux Antilles, on dit que l'aînée, si elle prend le chemin tortueux, les autres suivent derrière. Donc moi, j'avais tout un travail à faire par rapport à ça. Donc, La première génération de migrants étant installée en métropole, le Bumidum intensifie son action. Il encourage les regroupements familiaux. Ceux qui le souhaitent peuvent faire venir un membre de leur famille, contribuant ainsi à l'accumulation des foyers modestes dans les banlieues qu'ils ont construites et où ils habitent désormais. Le Bumidum m'a recontacté. C'est eux qui m'ont recontacté pour savoir si j'étais installé. Et quand j'ai dit que j'étais installé, ils m'ont proposé de faire entrer, si je voulais faire entrer ma copine avec l'enfant qui était resté en Martinique. J'ai dit oui et ils ont fait le nécessaire. Vous avez un frère à La Réunion, vous avez du boulot à lui proposer ici, vous allez voir le Bumidum, vous remplissez le dossier, hop, le Bumidum lui paye son voyage et puis après vous vous débrouillez. Et donc il est placé ou pas placé, c'est pas le problème du Bumidum. Le Bumidum a fait du regroupement familial. Et le Bumidum a fait beaucoup de regroupements familiaux. Beaucoup. Moi-même, j'ai accueilli par exemple ma dernière sœur pendant 3 ans.
Cette nouvelle main-d'œuvre vient grossir les rangs des premiers arrivants. Ouvriers dans les usines de voitures, agents à la RATP, à la SNCF, dans le secteur du bâtiment, dans les mairies ou à la poste, tous se répartissent selon les besoins de l'économie. Très vite, on oublie que ce sont des Français venus d'ailleurs. On les confond avec les travailleurs immigrés arrivés eux aussi dans les années 60 et 70. Le peuple réunionnais, du fait de notre histoire et du fait de, je dirais, de plusieurs ethnies, ressemble aux Maghrébins. Et quand ils viennent ici, ils sont surpris que les Maghrébins vont vers eux pour leur dire bonjour. Et ils ne comprennent pas, quoi. Et ils disent, mais je suis français. Et l'autre ne comprend pas parce que physiquement, il lui ressemble, quoi. Ici, les gens, ils ne font pas la différence antillais et l'Afrique. Hein. Vous êtes noir, vous êtes noir. Hein. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Hein. Ils ne font pas de différence. J'étais pas migrante, en fait. Pour moi, c'était plus les gens qui sortaient d'Afrique qui étaient migrants. C'est bizarre, hein? Moi, j'étais pas migrante puisque j'étais française. Sauf que j'étais migrante puisque c'était une migration quand même. Moi, à l'école, ce qu'on m'a appris, c'était mes ancêtres étaient gaulois. Mais aujourd'hui, on peut dire, mais c'est bête de quoi que vos ancêtres soient gaulois. Mais quand vous êtes une petite fille, que vous grandissez, qu'on vous apprend une histoire, ben vous apprenez, vous retenez ce qu'on vous a appris, tout simplement. Hein. Dans son petit cœur. Aux problèmes identitaires s'ajoutent les violences du déracinement et du racisme. Ces migrants d'outre-mer, dont l'histoire est absente des manuels scolaires, ne trouvent pas leur place parmi leurs compatriotes. On ne les considère pas comme des Français à part entière. Alors, pour adoucir le quotidien, Réunionnais, Martiniquais et Guadeloupéens se retrouvent entre eux dans des foyers, des associations ou des fêtes. Dès qu'on avait l'occasion de connaître un Antillais ou une Antillaise, on se créait une petite famille, ça faisait une petite famille. Et puis après, ça mettait de la chaleur, ça nous aidait, si vous voulez, à surmonter la distance avec nos parents, en fait. C'est pas qu'on veut faire des clans. Je crois qu'à l'époque, c'était important qu'on soit ensemble parce que tout était tellement inconnu. Et puis, on ne connaissait pas encore de métropolitains vraiment qui viennent vers nous. Donc, à l'époque, moi, je crois que c'était incontournable. On s'est dit bonjour, on a parlé un peu. Comme elle était célibataire et moi, à l'époque, j'étais célibataire, alors je me suis dit, tiens, là j'ai tant, c'est quand même bon de me caser, pas finir comme un vieux con. J'ai eu mon permis la même année, j'ai eu ma voiture la même année, j'ai eu mon mari la même année, j'ai eu mon fils la même année. En 78, tout était... tout était OK. Ça, c'est des souvenirs, hein. Je ne pense pas que les métropolitains étaient appelés à nous accueillir pour la bonne raison que on n'a jamais expliqué aux gens pourquoi il y avait tant d'Antillais. Parce que souvent, ils se sont posé la question pourquoi il y a tant d'Antillais, pourquoi il y a ce type, pourquoi tant de noirs, patati, patata. Et si les gens étaient préparés, c'est des questions qu'ils n'auraient pas dû se poser. C'est vers les centres hospitaliers, où la main-d'œuvre peu qualifiée fait défaut, que la majorité des Antillais et Réunionnais est dirigée. Dans les années 70, de nombreux hôpitaux étaient sortis de terre et il fallait embaucher des femmes de ménage, filles de salle ou brancardiers. On est arrivé, j'ai envie de dire, presque en masse quoi, pour le petit hôpital. Ça faisait beaucoup de gens de couleur qui arrivaient en même temps, quoi. Moi, je faisais partie d'une des plus claires, mais les Guadeloupéennes, les Martiniquaises, il y en avait même des Réunionnaises, beaucoup plus foncées, noires de peau que moi.
Un jour, j'aurais presque demandé qu'on me coupe cette partie de bras, parce qu'une dame m'avait craché dessus, et en plus elle l'avait préparé, quoi. Hein. C'était pas quelque chose qu'elle faisait parce que elle n'avait pas pu faire autrement. On était très très dépourvus de lieux où on aurait pu poser ça, pas de famille avec qui je peux partager. Donc c'était vraiment très très difficile. Et c'est vrai que dans notre groupe, eh bien, j'ai eu une copine qui s'est suicidée en se jetant d'un immeuble à Lyon. Ce sont plusieurs suicides qui s'enchaînent. La presse réagit. Elle dénonce le Bumidum et critique notamment les inégalités sociales dont sont victimes ces Français d'outre-mer. En particulier, ces salaires dérisoires qui ne leur permettent pas de rentrer chez eux. Dans les années 61, lorsqu'on travaillait, on touchait en moyenne 350-400 francs par mois. Et le prix du billet était de 7500 francs. 7500 francs, soit 20 fois plus que le salaire. 20 fois plus. Il fallait travailler 20 mois pour pouvoir se payer un billet aller-retour. À l'hôpital, on aurait dû avoir une prime d'éloignement, je crois, de 15% sur nos salaires. Ce qui nous aurait permis d'aller plus souvent chez nous. Et puis, ben oui, cette considération, puisque les métropolitains qui sont dans les départements d'outre-mer bénéficient de ces primes-là. J'ai mis 6 ans avant de repartir sur la Martinique voir ma famille. Et l'année d'après, j'ai perdu mon papa. Donc ça a été un moment très, 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 très difficile aussi. Parce que je me dis, si franchement cette année-là, je n'étais pas partie, ben, je n'aurais jamais pu revu. Pour compenser les sacrifices, l'État met en place les congés bonifiés. Un billet d'avion, offert tous les 3 ans, permet aux fonctionnaires de passer 2 mois de vacances avec leur famille restée au pays. Quand on retournait là-bas, les gens n'osaient plus nous adresser la parole. Parce qu'on était inaccessible, parce qu'on était riches, nous, maintenant. Moi, ça me choquait, parce que les amis ne comprenaient pas, personne ne comprenait que c'était faux. C'est toujours pareil, ce fameux mythe, l'image de la France. Ah oui, sorti en France. On regarde comment vous êtes habillés. Ah tiens, dis donc, il est comme ci, il est comme ça. Parce qu'on s'habille propre quand même, pour voyager. Mes cousines étaient vraiment très axées pour le Bumidum, c'est-à-dire voulaient absolument venir en métropole. Elles voulaient venir parce qu'elles avaient vu, comme moi, les belles images. Elles avaient vu aussi certainement des copines à elles qui sont revenues en vacances. Et comme chacun sait, lorsqu'on part en vacances, normalement, on se montre comme quoi on a réussi. Donc on montre plus que ce que l'on est en définitive. Et je leur disais, si vous venez ici en métropole, voilà ce qui vous attend. Et même quand vous décrivez la réalité, comme je l'ai fait à mes cousines, eh ben, elles ne vous croient pas, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont ce rêve dans la tête, et puis, eh ben, la réalité, on n'est pas prêt à l'écouter. L'accroissement du chômage en métropole à la fin des années 70 remet sérieusement en cause l'utilité même du Bumidum. L'État ralentit l'émigration. Et en 1982, François Mitterrand le supprime définitivement. Mais le bilan est impressionnant. En moins de 20 ans, 160 000 Antillais et Réunionnais ont quitté leur île natale. Même si un grand nombre d'entre eux a finalement réussi son enracinement en métropole, l'espoir de retour ne les a jamais quittés. Quand je suis parti, j'ai dit à ma mère que je vais faire ma formation et je reviendrai dans 6 mois. Bon, la vie a fait que je suis resté beaucoup plus longtemps. Mais tout le temps que j'ai vécu en France, j'ai toujours eu cette idée de revenir. Je me sens en exil
En métropole, évidemment, puisque par le fait que je sois partie, j'ai quitté mon pays comme ça, je suis déracinée, donc forcément je me sens en exil. Le but final de toute façon, c'est de repartir, finir là-bas. Cette génération de migrants a dû attendre l'âge de la retraite pour réaliser son rêve de retour au pays. Mais là encore, les choses ne se passent pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Au fond, ils ont le sentiment de n'être ni d'ici, ni d'ailleurs. En Martinique, on me dit que je ne suis pas antillaise. Parce que j'ai pris du bon. J'ai pris ce qui est bon. Je n'ai pas pris ce qui est mauvais, j'ai pris ce qui est bon. Alors, ils trouvent que je suis trop française. Je suis la française noire. Parce que j'ai des manies de française. Je n'ai pas des manies d'antillaise. On nous appelle les négropolitains, il me semble. Les négropolitains, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça. Mais ça ne me gêne pas. Hein. Ça ne me gêne pas. En fait, j'ai l'impression qu'ils nous en veulent d'avoir quitté le pays. C'est ce que je ressens. On n'aurait pas dû donner l'ordre de dire vous êtes partis, restez-y. Le retour de l'exil est d'autant plus douloureux que la situation économique qu'ils découvrent à leur arrivée rappelle en bien des points celle des années 60. Le Bumidum n'a rien changé. Le taux de chômage chez les jeunes oscille toujours entre 40 et 50% dans les îles. Impossible pour eux, comme pour leurs enfants, de vivre et travailler au pays. Il y a moins de travail aujourd'hui que quand je suis parti par le Bumidum. Hein. Les usines appartiennent aux mêmes personnes. C'est une petite caste, c'est le mot que j'aime pas, mais c'est ça, c'est une petite caste qui possède tout. Vous êtes tributaire, vous êtes dépendant d'eux. Rien n'a changé. Non, moi je trouve que rien n'a changé. Comme dans les années 60, le mécontentement grandit et la colère éclate ponctuellement, à l'image du mouvement de janvier 2009 en Guadeloupe, en Martinique, puis à La Réunion. Les grèves à répétition et les manifestations sont le révélateur des mauvaises relations que la France continue d'entretenir avec ce qu'il lui reste de son ancien empire. Toute cette rage porte en elle les inconséquences, les déceptions et les injustices du passé. Ce sont à nouveau les jeunes qui élèvent les barricades en marge des manifestations. Mais aujourd'hui, 30 ans après l'arrêt du Bumidum, il n'est plus question pour l'État de leur offrir un billet d'avion. Au lieu d'apporter du bien-être, du travail aux jeunes du pays, on les a apporté le Bumidum pour vider le pays. Alors évidemment, ça a donné ça n'a pas fait du bien au pays, parce que si on avait apporté de l'emploi, on avait apporté un bien-être dans le pays, eh bien le pays se sentirait beaucoup mieux, étant donné qu'il y a du travail, on pouvait cueillir, mais on n'a rien voulu cueillir. Le Bumidum quand même restera dans nos mémoires une manipulation, parce que ça nous est tombé comme ça dessus. C'était peut-être pour la bonne cause, mais c'est la façon dont ça s'est passé en fait. C'est-à-dire, voilà, comme des pions qu'on changeait de place et devoir s'adapter comme ça, mais sans nous expliquer le fond des choses, vraiment. Le fossé entre l'espoir suscité et la réalité vécue est ressenti comme une violence. L'impression d'avoir été trompé persiste et le désir d'oublier le passé s'est imposé. Ça fait pas très longtemps que j'arrive à parler de Bumidum.
C'était quelque chose qui était enfoui en moi. Est-ce que volontaire ou pas volontaire? Je ne sais pas, mais c'était enfoui parce que c'était tellement douloureux. J'ai dû enfouir et puis me dire que c'est du passé, mais sauf que le passé, tôt ou tard, il revient. Murés dans ce silence, les femmes et les hommes du Bumidum cachent souvent cette histoire à leurs propres enfants. Parce qu'avouer que l'on a été un migrant du Bumidum, c'est reconnaître que l'on était pauvre, sans diplôme, sans formation, et que l'on a été le jouet d'une politique coloniale qui ne disait pas son nom. Avec les années, ce mutisme s'est transformé en secret de famille, pesant sur les générations suivantes. C'est pourquoi Géronise a décidé de rejoindre sa fille aînée, Corinne, pour lui confier enfin la part manquante de son histoire. Mais maman, qu'est-ce qui a fait que tu n'en as pas parlé auparavant? Bah écoute, je sais pas, peut-être trop de souffrance et que je voulais plus en parler parce que je voulais pas faire souffrir, je voulais pas en parler à maman. Et voilà, donc ce que je pensais aujourd'hui, c'est qu'à l'époque où peut-être toi, tu aurais besoin de certaines réponses à certaines questions, j'ai pas pu te les donner parce que c'était tellement douloureux que j'ai tout enfoui et puis que le cerveau, il m'a joué ce tour-là et puis je vivais comme ça, mais c'était là, quoi. Et puis, te donner des réponses. Par exemple, je me rappelle quand tu étais partie à la maternelle ou je sais plus, tu t'es revenue, tu m'as dit, tu pleurais et tu m'as dit, maman, on m'appelle la Noiraude. Et j'étais en train de te dire, mais non, tu sais, j'essayais de relativiser les choses, mais en même temps, c'est peut-être pas ça que tu avais envie d'entendre. Mais non, il n'y avait pas de secret en soi. J'étais dans un combat toujours avec moi-même, hein, tu sais. Quand il y a un puzzle dans lequel il manque des pièces et qu'on voit l'ombre des pièces et qu'en fin de compte, en fait, on s'aperçoit que c'était la bonne pièce, qu'elle est là, qu'elle va là. Et premièrement, ça rassure. Je pense que ça va contribuer à me donner confiance en moi. J'ai ce sentiment-là. J'ai l'impression que là, je vais avancer avec un peu plus de sérénité. Parce que c'est vrai que longtemps, j'ai cru qu'il n'était pas possible de savoir des choses sur sa propre famille, sur ce que tout était. J'ai longtemps pensé que tout était secret, tout devait être gardé secret, qu'il fallait rien dire, qu'il fallait... J'ai l'impression que là, c'est quelque chose qui donne cette... Enfin, je vais pouvoir être grande.